commencer. C'est une conférence qui est toujours en train de se mettre au point. C'est aussi ce qui fait sa richesse. C'est-à-dire elle se construit par rapport au fait que vous faites des retours. Donc vous avez plusieurs façons de faire des retours. C'est soit on me le dit, le dire oralement, soit me l'écrire sur un petit bout de papier, ou soit m'écrire sur l'adresse internet, mon adresse internet. Ça peut me permettre aussi de vous renvoyer les 4 pages de bibliographie que je peux vous fournir. Et donc, les appréciations, ce que vous pouvez faire comme retour, c'est il y a 4 questions. C'est ce que vous avez aimé, ce que vous avez retenu, ce que ça vous a donné envie de faire et éventuellement vos suggestions. Ouais. C'est-à-dire des choses que vous auriez aimé entendre, que vous n'avez pas entendues, et des choses que vous avez entendues, que vous n'auriez pas aimé entendre. Je sais pas, je le fais dans les deux sens, comme ça. Donc je crois qu'on va pouvoir y aller. J'ai été obligé de la rétrécir à cette conférence. Elle peut durer, avec l'échange avec le public, elle peut durer jusqu'à 2 heures. J'ai été obligé de la faire sur un format d'1 heure, donc je vais peut-être un petit peu speeder. Il y a tout un tas de choses que j'ai dû enlever. Je me suis fait un peu des pompes pour être sûr de tenir le format 1 heure, qu'elles sont là mes pompes. Et voilà. Donc merci d'être là. C'est grâce à vous que justement elle continue à se construire. Et j'ai choisi de parler du courage parce que j'ai longtemps été en quête de courage à travers mon parcours. Et à l'origine, c'était plutôt la liberté. Je cherchais je m'intéressais au sujet de la liberté. Et je me suis rendu compte rapidement que pour pouvoir acquérir de la liberté, ça passait par le courage, aussi la volonté, la motivation. Donc j'ai eu un parcours, j'ai énormément lu, j'en fais mon décor aussi, j'ai assisté à beaucoup de conférences, j'ai fait des formations un peu dans tous les domaines des sciences humaines. Au niveau de mes expériences, donc moi je suis électrotechnicien au centre hospitalier d'Avignon, j'ai pas mal fait de grèves, donc au niveau personnel, j'ai vécu un divorce compliqué. Alors c'est intéressant le divorce parce que ça réunit à la fois des valeurs affectives comme des valeurs matérielles, comme épreuve dans la vie, c'est quelque chose qui est assez intéressant, autant le voir comme ça. Hein. Et après, au niveau aussi de pas mal de travail en psychothérapie aussi, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. Alors, la motivation et la volonté, j'ai toujours, à travers, que ce soit mes études pratiques ou littéraires, essayé de savoir comment ça se construisait. Alors effectivement, il y a un tas de sources littéraires qui permettent de savoir ça, mais des fois, ça vient, cette motivation, ce courage, cette liberté, et ce courage et cette volonté. Et puis, en tout cas, on peut constater que ça vient. Et je vais essayer de vous faire partager comment c'est venu pour moi à travers ce que je vais vous présenter. Alors, c'est vrai que la motivation, quand il s'agit, par exemple, au travail de participer à une grève, et qu'il y a un intérêt financier par rapport au salaire, ou qu'il y a un intérêt par rapport à des droits, des acquis qu'on veut nous supprimer, ou que des revendications, on va dire la motivation financière, ça peut être une motivation qu'il n'y a pas besoin de se gratter la tête pour la trouver. Bien qu'il y a énormément des gens qui ont quand même du mal à faire des grèves parce que la peur de la sanction, la peur de la perte de salaire, etc. Donc après, au niveau par exemple du divorce, c'est vrai que la motivation aussi, elle peut être dans le fait que d'une part, des fois on est peut-être obligé de défendre ses intérêts financiers, des intérêts pratiques, comme aussi on est obligé de défendre des intérêts aussi qui sont beaucoup plus des intérêts de la continuité de son rôle parental, dans le cas, parce que bon, souvent dans les divorces, on devient papa ou maman à mi-temps parce que les enfants sont plutôt chez les hommes. Donc ça, si on veut par exemple revendiquer de pouvoir assurer la continuité de ce rôle parental, il faut quelquefois aussi se battre.
Ça aussi, ça peut être une motivation concrète, il n'y a pas besoin de se gratter la tête. Et aussi, par exemple, dans le cas de vous faites un travail sur vous-même en psychothérapie, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre comportement, après multiples répétitions de ce comportement négatif, ça peut être aussi une motivation suffisante qui va vous permettre de prendre le taureau par les cornes pour faire quelque chose pour vous engager dans un développement personnel. Alors, sinon, je peux que, comme je vous le dis, vous faire partager comment ça s'est venu pour moi, cette volonté, cette motivation et ce courage. Alors, avant tout, je vais vous proposer un petit exercice, c'est-à-dire je vais vous demander de décoller de 2 cm vos fesses de votre siège, de façon à y passer les mains comme ça, dessous, là, et de façon à pouvoir déplacer latéralement vos fessiers vers l'extérieur du corps, comme ça, et de vous rasseoir dans cette position-là. Voilà. Donc, faites-moi confiance, vous comprendrez plus tard de quoi il s'agit. Des fois, il faut aussi accepter de faire confiance. Donc j'ai mis 23 ans pour arriver ici, c'est-à-dire j'ai commencé à 23 ans pour me sentir légitime pour pouvoir vous parler du courage, parce que, comme je vous dis, j'estimais que j'avais pas suffisamment de connaissances ou d'expérience pour pouvoir légitimement parler du courage. Et j'ai eu une première, par rapport à mes formations, mon expérience, j'ai eu une première envie de faire partager. Il arrive toujours un moment où on a envie, quand on en sait beaucoup, un peu suffisamment, on a envie de faire partager ce qu'on sait aux autres. Alors après, c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup de gens, il y a une phrase comme ça, il y a plusieurs philosophes qui l'utilisent, il y a beaucoup de gens qui veulent être professeurs, et pas beaucoup de gens qui veulent être élèves. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup appris à balayer devant ma porte avant peut-être de venir ici prétendre pouvoir vous apprendre à balayer devant la vôtre. Et donc ce que je cherchais, moi, c'est donc j'ai eu une première fois envie de transmettre quelque chose. Donc je disais que tout à l'heure, je me présente comme inventeur, j'ai eu longtemps des activités d'inventeur, et donc cette conférence pour moi est une invention, c'est pour ça que je parlais de mise au point. Et j'ai fait un congé individuel de formation, je suis parti 2 fois 6 mois de mon travail, pour faire un BTS communication action publicitaire, et pour être compétent en marketing. Et donc, marketing. Donc je me suis dit, je suis compétent en publicité, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? J'ai eu l'idée d'initier les gens, les enfants par exemple, à comment ils construisent une publicité pour qu'on soit moins influençable face à la publicité. Alors un inventeur qui a une idée qui lui vient dans la tête, il a de suite le réflexe d'aller voir l'état de la technique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a déjà été fait, parce que c'est pas la peine de refaire quelque chose. Donc là, je me rends compte qu'il y a un organisme qui s'appelle le CODES, Comité d'éducation à la santé, qui propose une action de santé. Le CODES est un organisme qui est financé par le département et la région. Et donc le CODES propose une action de santé auprès des collégiens 11-12-13 ans, justement pour l'initiation au marketing publicitaire, par rapport aux gâteaux et aux bonbons. C'était en 2008 ça, par rapport à une cause qui a chaque année, il y a une cause nationale qui est déclarée par le gouvernement, à savoir, là en 2008, c'est la lutte contre l'obésité et le poids de la pub. Donc Roselyne Bachelot, qui est au ministère de la Santé à l'époque, donc déclaration de l'année combat contre l'obésité. Le CODES, alors là, à travers cet exemple, je vais vous faire toucher une première fois qu'est-ce que c'est ce fameux courage politique ou volonté politique qu'on critique souvent, et comment ça se passe. Alors, cette opération de santé, pour le Vaucluse, par exemple, elle était organisée auprès de 4 classes de 30 élèves, soit 120 élèves. Et donc, alors que le département du Vaucluse, par exemple, si on compte les collégiens et les lycéens, ça monte à 45 000. Donc, pour l'année 2008, il y a seulement 120 élèves
qui ont été initiés à comment est construite une publicité, de façon à être moins influencé et éventuellement avoir un esprit critique face à un paquet de bonbons ou un paquet de gâteaux. En 2009, par exemple, le CODES n'a pas eu de budget pour renouveler le chargé de mission qui était entre autres occupé de faire ça. Et donc ça vous donne tout ce que la motivation des gens qui nous dirigent par rapport à des causes. C'est-à-dire on fait quelque chose, mais c'est pas, comme c'est souvent c'est trop cher ou impopulaire, donc on ne peut pas compter quelque part sur les gens qui sont censés nous montrer l'exemple. D'où cette nécessité quelque part de se prendre en main soi-même. Donc là je vous laisse avec ces 120 élèves pour 45 000 et dans tous les domaines qu'on peut dénoncer au niveau du gouvernement qui sont susceptibles de devoir être mis en œuvre, ça se passe comme ça. Alors, donc là, moi je me suis dit, moi j'ai toujours eu aussi l'inventeur, quelque part, il a envie de sauver le monde à travers une de ses inventions. Et donc là, je perds un peu le fil des fois de ce que je vais dire. Oui, il y a quelque chose qui est important aussi. Il faut savoir qu'un fer gesticulé, c'est un objet un petit peu militant. C'est-à-dire qu'il y a aussi un petit volet politique, on va dire, dans la chose. Donc là, moi, je vais vous présenter un petit peu mon décor pour me sentir un peu chez moi. Donc, pour je vous parlais de la question de la liberté tout à l'heure. La liberté, il s'agit de se libérer de son milieu. Alors pour nous, notre milieu, c'est le milieu de notre société de consommation, capitaliste, démocratique ou pseudo-démocratique, ou mondialiste bientôt, etc. Donc le milieu, c'est, pour savoir qu'est-ce que c'est le milieu, c'est un peu comme le milieu aquatique pour le poisson. Là, on voit, c'est Maurice qui est dans son bocal. Et ça, c'est Victor qui s'est fait la malle. Et il n'est pas mort, hein, Victor. Hein. C'est incroyable, mais il n'est pas mort. Donc ce tableau, vous pouvez l'acheter chez Ikea si vous voulez, par exemple. Ce tableau, il représente notre milieu dans lequel on a envie on a intérêt à se libérer. Et en même temps, mon poisson, c'est un peu mon animal domestique, j'y tiens. Et je rajoute de l'eau régulièrement, vous voyez. Voilà, parce que je tiens à ce qui reste un petit peu sous ma botte, un petit peu comme des fois la population à l'égard par rapport au pouvoir qui est en place. Voilà. Donc je pense que j'avais aussi envie de quelque part de sauver le monde et j'avais fait une invention, je pense. Des fois, je suis encore, même je me suis entraîné, à faire cette conférence encore hier et je suis là. Vous voyez quand par exemple dans les travaux d'Hercule, il combat un monstre, le monstre lui montre le monstre qui est à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que en fait c'est pas vous qui êtes quelque part des monstres qui m'impressionnez, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui agit qui crée un trouble, et c'est quelque part le courage aussi, c'est dépasser ces monstres ou ces troubles qui nous empêchent d'être sereins. Alors, donc j'avais fait une invention, je me suis dit, par rapport à cette histoire du CODES, j'arriverai jamais à toucher les gens en faisant effectivement, par exemple, en les initiant à comment ils construire une publicité, parce que de toute façon, il y a les parents, il faudrait initier les parents, donc en fait, en tant qu'inventeur, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer quelque chose qui permettrait d'ouvrir l'esprit aux gens? Et justement, j'avais fait une invention Et par rapport à cette invention, là voilà, je vous la présente. Et je me suis dit que peut-être cette invention, elle pourrait permettre d'ouvrir l'esprit des gens. Alors là, vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, l'invention. Et donc cette invention, justement, reproduit en fait le petit exercice que je vous ai fait faire tout à l'heure. Alors comment
Déjà, cette invention, quand elle est à l'origine, en 1995, quand elle est sortie de ma tête, alors comment ça sort une invention de la tête d'un inventeur? Des fois, c'est assez bizarre. Il se trouve que là, je suis allé dans un WC turc, et dans un WC turc, ce qui se passe, c'est que le papier, après l'utilisation, il est pratiquement aussi blanc que ce qu'il était avant. Et là, je me suis posé des questions, donc j'ai fait des recherches. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc il se passe que quand on va au WC turc, il se passe que le fait de prendre la position anatomique accroupie, il y a un déplacement latéral des fessiers vers l'extérieur du corps qui se produit naturellement. C'est-à-dire si on a un jean qui serre, par exemple, vous peut arriver à faire craquer la couture centrale. Et donc, je me suis dit déjà, je vais pouvoir sauver le monde avec cette invention, parce que je vais réduire la consommation de papier cul de la moitié dans le monde. Quoi. Au moins, peut-être pas tout, mais au moins de la moitié. Quoi. Donc, dans les chiottes turques, il n'y a que de l'eau. Oui, le petit giclet, mais bon, c'est que chez les Turcs ou les Japonais qu'il y a le petit truc. Là. Donc, je me suis dit... juste au départ, vous n'êtes pas juste là. Oui. Moi, je suis allée en Turquie, il n'y avait pas de papier Ouais, dans la les Turquie, chiottes. il n'y a pas de la Turquie dans le monde. La Turquie en Ah. France, voilà. Donc je vais sauver le monde déjà parce que par rapport au problème de la déforestation, déjà là j'avais le sentiment de pouvoir sauver le monde, de pouvoir agir, de faire quelque chose de concret. Quoi. Donc l'inventeur, je contacte tous les fabricants de ce matériel, ça n'intéresse personne. Le résultat du rapport de recherche du dépôt d'invention me dit qu'en 1945 ça a été déjà inventé. Donc j'abandonne, il n'y a pas d'avenir commercial pour cette invention. Donc ce que je fais, je me suis dit, j'ai inventé une histoire autour de cette invention. J'ai imaginé que cette invention, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'inventeur, j'ai inventé, j'ai isolé le virus de la connerie. Voilà, déjà j'ai fait des recherches. Alors, quand on dit la connerie, c'est qu'on ne fait pas preuve de créativité, on fait pas preuve on ne crée pas une réponse à un problème. Voilà, qu'est-ce que signifie quand on parle de connerie, ça s'appelle comme ça. Alors, je l'ai pas appelé le virus de la connerie parce que ça faisait marque-mal, quoi. Donc, je l'ai appelé comme ça. Je l'ai appelé l'afflix. L'afflix du mot, une compression du verbe affliger. Donc afflix, en plus ça faisait un peu gaulois avec le X, ça faisait bien français. Et donc pour moi l'afflix, c'est le syndrome, c'est pas le virus de la connerie, mais c'est le syndrome de l'immunodéficience de l'homme dans sa capacité à créer des solutions face aux problèmes essentiels et existentiels de sa condition humaine. Et ce virus, c'est un peu un virus, si vous voulez, un virus métaphore du sida quelque part. C'est-à-dire à savoir que, comme dans le sida, il y a une attaque, et puis il y a le système immunitaire qui est incapable de réagir. Et là c'est pareil, dans notre vie, c'est un peu le virus de la connerie, on a des problèmes, et puis on est dans une certaine incapacité à résoudre les problèmes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très métaphorique. Qu'est-ce que vous voyez là, vous, par exemple Ça fait assez quand même vu les spermatozoïdes. Ouais, voilà. Le fait que je crois que ce soit en grand, on arrive tout de suite à comprendre. C'est le symbole que j'ai décidé pour... voilà, et là on comprend ce qui se passe quand effectivement... parce que c'est un virus qui est paradoxal, c'est-à-dire c'est un peu comme le symbole du Tao, il y a aussi bien le noir et le blanc, et puis il faut faire basculer toujours les forces dans le côté positif. Alors, j'ai imaginé, alors je dirais comment je vais pouvoir sauver le monde avec ce virus et cette invention. Cette invention, c'est toujours pareil, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un inventeur? Et en fait, il se crée des liens, il se crée des connexions. Et donc, je fais une connexion avec le yoga. À savoir que dans le yoga, on fait travailler un muscle pour avoir des répercussions au niveau psychologique. Donc je me suis dit que par exemple avec cette invention, on pourrait, du fait, comme ça se passe dessus, que ça favorise la détente du muscle sphinctérien, ça pourrait effectivement avoir une répercussion sur le fait que ça nous ouvrirait l'esprit, nous permettrait plus de créativité, plus d'esprit critique, plus de courage, plus de motivation, plus de volonté.
Vous voulez essayer? Quelqu'un qui veut essayer? Vous essaierez tout à l'heure, mais si vous voulez essayer, viendrez vous asseoir pour voir si effectivement, tu l'as essayé, ça, hein, d'ailleurs, elle est devenue toute jaune, hein, ça, pour dire que ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Donc pendant, vous voyez bien, c'est rien qu'une histoire métaphorique, heureusement que... Et alors, je me suis dit, c'est pas avec ça que j'arriverai effectivement à sauver le monde. Et j'ai continué à me poser des questions pendant 23 ans. Comment toujours pouvoir trouver le courage, la motivation et la volonté pour effectivement résoudre des problèmes et pas être dépassé par ce virus de la connerie. Donc pendant 23 ans, je continue à acquérir des connaissances, des bouquins, etc. Régulièrement, je tombe ou sur des livres, ou je vais à des conférences, ou j'assiste à des reportages à la télé, des choses qui me dépassent, quelque chose qui me révolte, quelque chose qui me donne envie, qui m'énerve. Je vais y aller, il va falloir que je me batte, il va falloir faire quelque chose, il faut que j'aille dans une association, il faut qu'on lève les foules, etc. Et puis comme Maurice... Je rentre à la maison, je mange, je vais dormir, je fais mon tour de bocal et le lendemain matin, je me réveille, je ne suis pas plus avancé, la vie continue, c'est pas si grave, je ne suis pas si mal loti, quelqu'un va, Dieu, la technique, ou je ne sais pas quoi, va faire quelque chose, va se substituer à ma motivation défaillante. Et je me dis, bon, et j'ai toujours aussi quelque part cette peur au ventre qui m'anime, c'est toujours comme souvent on porte, il y a tout un tas d'expressions sur la peur au ventre, où souvent la peur se situe dans le ventre. Et je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose que, quand je dois faire quelque chose où vraiment je dois me dépasser, c'est vrai qu'on a peur, on n'ose pas, et puis est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que je dois faire, je ne dois pas faire, je dois aller à droite, à gauche. Je me dis, il y a toujours quelque chose que j'ai pas compris. Alors je continue à lire des livres, à lire des conférences, tout ça, et pendant ce temps-là, le temps passe, quoi. On va dire que il y a 23 ans, quelque part, mes connaissances, elles étaient grosses comme ça, quoi. J'ai commencé à me poser des questions, j'avais 30 ans, quoi. C'est jamais trop tard, hein. Aujourd'hui, j'en ai 53, donc ça fait donc 23 ans que je me pose des questions. Et quand j'ai commencé à me poser des questions, on va dire ce que je savais par rapport à tout ce qui peut m'aider éventuellement à poser un acte pour prendre des responsabilités, mes connaissances étaient comme ça. C'est-à-dire que mes connaissances étaient représentées par le volume de cette balle. Et par contre, mon ignorance, ce qui m'empêche éventuellement de faire quelque chose, c'est représenté en centimètres carrés. L'étendue de mon ignorance, on va dire, elle est représentée par la surface de cette petite balle. Voilà, je suis quand même pas très sympa, je vais changer, on va dire, bon, il y a 23 ans, c'était comme ça mes connaissances. Donc, pendant 23 ans, j'acquiers des connaissances. Aujourd'hui, mes connaissances, elles sont grosses comme cette balle. Effectivement, j'ai acquis énormément de connaissances et d'expérience. Mais quelque part, aussi, j'ai augmenté l'étendue de mon ignorance. C'est-à-dire que par rapport à quand je dois... qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, sous cette question de courage, de volonté, de motivation, de mettre un pied devant l'autre pour mettre en œuvre quelque chose, je ne suis toujours pas plus avancé sur le fait que je suis tétanisé par des peurs, des angoisses, ou la procrastination, ou je ne sais quelle chose. Et donc là, je me suis dit, je suis toujours pas plus avancé, et j'ai continué à faire des recherches, et ce qui m'a amené à effectivement trouver à peu près 7 éléments qui sont susceptibles de pouvoir faire advenir, comme je disais tout à l'heure, la volonté, le courage, la motivation me sont venus, quoi. Donc 7 ingrédients qui peuvent éventuellement constituer la motivation, la volonté et pouvoir accéder au courage. Donc c'est à travers le montage de ce petit bonhomme que je vais vous décrire les 7 parties. Donc là, je suis en train de construire
si vous voulez, un individu quelque peu déstructuré, quelque peu avec quelques... Voilà. Donc on imagine que cet individu, face aux aléas de la vie, il ne va pas pouvoir tenir debout longtemps. Ouais. Donc vous allez souffler avec moi, vous allez m'aider. Donc ça vous fait penser à quoi, ça? Ce qui vient de se passer là. La fragilité de la vie. Est-ce que je vais vous donner une petite indice? Allez creuser dans votre enfance. Ça vous fait repenser à quoi? Comment? Les cubes qui tombent? Ouais, sinon plus dans votre enfance, votre toute petite enfance. Est-ce que ça quelque chose qu'on souffle dessus et ça ne tient pas debout? Le grand méchant loup, voilà. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire du grand méchant loup? Si en fait on symbolise, si vous voulez, la maison quelque part par souvent dans les rêves, par exemple, la maison représente un petit peu soi-même, le soi, le moi, ou je ne sais quoi. Donc effectivement, à travers déjà nos toute petite enfance, quelque part on a déjà été un peu invité à faire un travail de développement personnel. Ça commençait tout. Ouais. Donc je vais remonter ce bonhomme selon un axe bien costaud. Et je vais commencer par le premier élément qui me semblait déterminant dans l'exercice du courage. C'est le rapport qu'on a avec la mort et qui conditionne notre vie. Et pour ça, je vais vous parler d'une pièce, de la pièce de Jean-Paul Sartre, Huis clos. Donc dans cette pièce de Jean-Paul Sartre, on retrouve trois personnages, Anaïs, Garcin et Estelle. Et on se rend compte vite fait que ces trois personnages sont des morts vivants. Alors pour Jean-Paul Sartre, cette pièce, c'est un hymne à la vie. Alors c'est paradoxal d'avoir fait une hymne à la vie avec une pièce avec trois morts vivants. Et ce que Jean-Paul Sartre nous dit à travers cette pièce, c'est que, à part quand dans notre vie on fait preuve de courage, d'initiative, de responsabilité et de créativité, sinon on a trois façons de se comporter, soit comme des lâches, soit comme des salauds, ou soit comme des morts vivants. Et le mort vivant, justement, c'est un petit peu Maurice qui tourne dans son bocal. C'est aussi peut-être des fois un petit peu nous, enfin, si vous voulez, hein, mais c'est une question qui est intéressante à se poser. Et que... Alors donc, vous inquiétez pas. Et donc, qu'est-ce que fait... alors, le salaud, c'est celui qui a du pouvoir sur les autres, qui tire les ficelles. Le lâche, c'est celui qui est soumis. Bon, là, on retrouve un petit peu des rapports dominant-dominé. Et le mort-vivant, donc, c'est celui qui, finalement, quelque part, attend une solution finale. Et la solution finale, c'est effectivement notre mort. Quelque part, on passe notre vie comme des morts vivants, en attendant la solution finale qui viendra nous ôter tous nos problèmes, c'est-à-dire notre propre mort. Je trouve que ça, c'est un petit peu triste, quoi, d'en passer par ça. Et donc, ça peut vous paraître un petit peu moraliste, hein, ce discours. À savoir que, quelque part, d'une certaine façon, je traite les gens soit de salauds, soit de lâches, soit comme de morts vivants. Donc, pour vous trouver une petite solution d'échappatoire, je vais proposer l'éloge de la fuite d'Henri Laborie. Donc, Henri Laborie, donc, il a écrit un bouquin sur l'éloge de la fuite, et vous pouvez retrouver tous les travaux d'Henri Laborie à travers un film que je vous invite à revoir qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Et on retrouve justement dans ce film trois situations sociologiques où on peut très bien se projeter à travers... il y a Marie-France Garot, je me trompe toujours de son... Nicole Garcia. Voilà, Gérard Depardieu, Nicole Garcia et Roger Pierre. Et chacun, dans ce film, ont des problèmes professionnels ou familiaux et font en fait des maladies, des dommages collatéraux, on va dire aussi. Et il n'y a que Nicole Garcia qui... parce qu'elle s'en sort bien, tout le temps elle arrive à s'esquiver et elle ne fait pas de dommages.
À savoir que donc, les travaux d'inhibition de l'action, dont le film est tiré des travaux d'inhibition de l'action d'Henri Laborie, c'est-à-dire il nous dit que chaque fois qu'on se retrouve dans une situation de blocage, on fait des maladies. Sauf si on arrive à se battre, à décharger son agressivité, sauf si on arrive à créer une solution, ou alors on arrive à fuir. Donc, il y a que... Mais malgré tout, on voit même avec même quelque part la fuite qui revient un petit peu quelque part à la situation du mort-vivant, même à la fin du film, il fait quand même une conclusion où d'une certaine façon, Nicole Garcia est passé à côté de sa vie, ce qui est encore dommage. Je perds régulièrement le fil de ce que je voulais vous dire. Donc toujours pareil, il ne s'agit pas de morale, si vous voulez, quand je parle de Salot, c'est plus d'une éthique, un peu, alors, une éthique comme un petit peu de la chevalerie ou de noblesse, c'est pas d'histoire de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien de faire dans la vie, quoi. Mais donc, bon, ce qu'il y a, c'est que depuis le film d'Henri Laborie, il y a eu d'autres personnes qui ont réécrit des bouquins qui, effectivement, sur l'enfer de la fuite. Donc, Henri Laborie, quelque part, il nous sauve en nous disant que si on n'arrive pas à faire preuve de créativité, on ne va pas forcément tomber malade, mais on va passer notre vie à côté on va passer à toute la vie à côté de notre vie. Et finalement, effectivement, comme la vie nous ramène régulièrement devant notre travail là où on l'avait laissé, ça veut dire que toute notre vie, on est obligé de fuir, de passer à côté de notre vie. Sinon, effectivement, on va faire quelque part, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui fait qu'on a conscience qu'on est dans un état de lâcheté, et les contraintes de la vie professionnelle ou familiale se répercutent sur notre psychisme. Et d'ailleurs, quand je me suis intéressé à cette invention, j'ai vu beaucoup de problèmes, ça m'a permis de m'intéresser beaucoup aux problèmes digestifs, parce qu'effectivement, les situations de blocage se répercutent souvent sur le système digestif. D'où énormément de maladies, que ce soit la constipation ou les ulcères. Par exemple, Gérard Depardieu, dans le film, il fait des ulcères à l'estomac. Roger Pierre, lui, il fait des calculs rénaux. Donc, il y a ça. Donc, ça m'a... Et là, moi, je vous invite, par exemple, aussi à revoir sur Internet un reportage qui repasse à ce moment sur le ventre, ce deuxième cerveau. Donc ça vous donne une idée de comment, effectivement, toutes les répercussions qu'on peut avoir au niveau du système digestif, du fait qu'on se retrouve dans une situation de blocage. Aussi, bon, c'est pas que le système digestif, c'est, bon, j'ai un collègue de travail, lui, par exemple, notre chef de service, il lui en veut, je sais pas pourquoi, il a trouvé en lui un bouc émissaire. Lui, il fait des troubles musculo-squelettiques. Il y a plusieurs millions de personnes en Europe qui font des troubles musculo-squelettiques. Donc moi, ça par exemple, quand j'ai aussi découvert toutes les conséquences physiques que ça avait, le fait de ne pas avoir de volonté, de motivation et de courage, ça a été déjà aussi une source de motivation pour effectivement, quelque part, construire mon courage. Et ce qui est déterminant aussi dans l'exercice du courage, c'est que chaque fois qu'on doit faire quelque chose, pourquoi ce lien avec, je dis, le lien qu'on a avec la mort qui conditionne notre vie, parce que chaque fois qu'on doit prendre une décision importante, quelque part, on doit couper un lien avec quelque chose. On doit couper un lien avec une habitude, dont le truc de Maurice qui tourne dans son bocal, c'est effectivement nos habitudes. Donc couper un lien avec nos habitudes, couper un lien avec un objet, couper un lien avec un lieu, couper un lien avec... Et cette coupure de lien, elle est de façon archaïque, depuis toute notre petite enfance, elle est vécue comme mortelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit quelque part, quand on parle de mort ou de renaissance, on quitte, même pour faire un pas en avant, on doit quitter une situation stable pour une autre situation stable. Et cette démarche-là, même, je vous dis, quand on voit la mère Denis comme elle a du mal à jeter sa machine à laver dans la publicité vedette, c'est un peu à cette image-là, comme même pour un objet, on peut avoir du mal à se séparer d'un objet, et ça vous donne la nature comme le poids, le lien. Le lien dans notre vie, il est fondamental. Et n'importe quel mouvement en avant qu'on doit faire, on doit effectivement rompre un lien.
en espérant en retrouver un autre qui va nous permettre, qui va être aussi nourrissant et qui va continuer. Et cette situation, elle est inscrite à l'intérieur de nous de façon inconsciente, et c'est un sacré frein, effectivement, pour aller de l'avant. Et moi, je vous invite, par exemple, pour lire ce livre de Boris Cyrulnik, Sous le signe du lien, qui vous donne la teneur de combien est vitale cette notion de lien. J'aurais pu faire un titre. Vous avez prononcé le titre, mais on n'a pas entendu. Sous le signe du lien, de Boris Cyrulnik. Mais de toute façon, sinon, si vous l'écrivez, vous aurez toute la bibliographie. Donc, cette notion de lien, elle est fondamentale, et aussi, on peut le voir à travers une expérience. C'est un fait de société de ces enfants qui se sont retrouvés orphelins à la fin de la guerre, dans des institutions où, en fait, ils s'en occupaient comme des objets, et en fait, ils tombaient en dépression, ils refusaient de se nourrir, et ils mouraient. Donc ils se sont rendus compte, il y a un médecin, le docteur Spitz, qu'il n'y avait aucune dimension affective, il n'y avait pas de bisous, pas de caresses, il ne leur parlait pas, il ne les berçait pas, il leur donnait à manger comme on arrose une plante. Donc ils ont introduit cette notion. Donc cette notion de lien affectif, nourrissant, elle est fondamentale, et elle se présente dans n'importe quel projet, initiative où il faut quelque part se dépasser, quitter une zone de confort, quitter le connu pour l'inconnu, et ça c'est un sacré frein. Le fait d'en avoir conscience, ça permet justement de lever des moteurs. Une deuxième chose aussi qui est déterminante dans la construction du courage, c'est le fait c'est l'appel. L'appel, à savoir que souvent on dit qu'on fait quelque chose de fondamental, on change quelque chose de fondamental dans sa vie, comme par exemple madame, c'est au décès de son mari, et c'est un choc souvent affectif, ou une grande joie, ou quelque chose qui paraît banal, qui va faire qu'à un moment, on se dit ça ne peut plus durer. Parce que sinon, on continue à rentrer à la maison, à être révolté dans la journée, à rentrer à la maison, à manger, à dormir, à faire son tour de bocal, et puis le lendemain, c'est un autre jour. Donc il y a toujours quelque chose qui vient nous toucher, et qui fait qu'à un moment, on va enclencher. C'est toujours cette question du déclencheur, qu'est-ce que c'est qui enclenche ou qui déclenche ce mouvement en avant, et qui... Donc c'est l'appel. Alors moi, l'appel par exemple pour un copain, c'était mon meilleur ami, il a des jumeaux qui ont actuellement 22 ans, et quand sa fille par exemple, à l'âge de 6 ans, elle lui dit « Papa, pourquoi c'est toujours maman qui décide ?» Donc là, il s'est pris une grande claque dans la gueule, ça a remis en question, effectivement, il en est venu à un divorce, il a changé tout son parcours professionnel par rapport à ça. Non mais... Moi l'appel, ça s'est produit, donc, effectivement, quand j'ai commencé à me poser des questions à l'âge de 30 ans, et c'est à travers un rêve. Donc je suis, un rêve c'est comme si je l'avais fait hier, comme je m'en rappelle. Je suis à l'arrière d'une voiture, avec mon frère aîné, et à l'avant de la voiture, c'est notre père qui conduit. Et dans la voiture, de façon ironique, je dis à mon père, tu nous amènes faire quelque chose que toi-même tu n'as pas fait. Alors notre père, il nous amène dans une école pour apprendre à être libre. Et cette école, elle se trouve de l'autre côté d'une montagne, et pour accéder à cette école, il faut traverser la base de la montagne par un tunnel, dans le noir. Et notre père, il nous arrête à l'entrée du tunnel, il nous fait descendre de la voiture, et il nous laisse comme ça. Alors, pour parcourir ce tunnel, pour arriver jusqu'à l'école, on commence à rentrer tant que la lumière du jour éclaire l'entrée du tunnel. Et après, on s'arrête sur le bord du tunnel, comme ça, avec mon frère, et on attend qu'il y ait une voiture des autres parents qui amènent leurs enfants jusqu'au bout du tunnel. Aller jusqu'au bout du tunnel, une expression hautement symbolique. Donc les autres parents amènent leurs enfants jusqu'au bout du tunnel. Ce qu'on fait, c'est dès qu'il y a une voiture qui passe, on se met à courir derrière les feux rouges avec mon frère, jusqu'à ce qu'on perde de vue les feux rouges, et ainsi de suite, de voiture en voiture, de retrait d'union pair en repère, de repère en repère, on arrive à aller par nous-mêmes quelque part jusqu'au bout du tunnel.
Donc ce rêve, déjà, c'est une invitation que quelque part, même si effectivement je suis pas né avec une cuillère et une telle balle en argent dans la bouche, ouais, même si je suis pas mal loti, je suis mal loti, toutes les bonnes excuses que je peux me donner, quelque part, j'ai les moyens aussi par mon éducation, ou quelque part un travail que je vais faire sur moi-même, de récupérer cette éducation qu'on m'a pas donnée, que ce soit du fait de mes parents, du fait du milieu social dans lequel je suis né, auquel j'appartiens, etc. Donc on peut revenir là-dessus. Et c'était aussi, moi, quelque part, une motivation, parce que quand j'ai commencé à me poser des questions à 30 ans, je me suis dit, peut-être que j'en profiterai jamais de tout ce que je vais faire. Mais je savais, j'avais l'intime conviction que tout ce que je ferais, ça pourrait profiter à mes enfants. Et à l'époque, j'avais 2 petites filles qui avaient 4 et 6 ans. Donc j'avais cette conviction intime que tout ce que j'allais pouvoir faire, ça me servirait. J'en retirerais peut-être pas les fruits, je ne sais pas comment, hein, j'en parlais de l'argent, hein, c'est sur une richesse personnelle, hein, mais je savais que j'avais cette intime conviction parce qu'il y a quelque chose qui se transmet. Et quand on sait que le principal mode d'éducation, c'est l'imitation, donc le meilleur moyen de donner une leçon, c'est déjà de faire voir l'exemple. Donc voilà, c'est une chose qui m'a énormément motivé. Et donc là, ça me donne aussi un petit peu l'occasion de parler du courage. Le courage, en fait, c'est quelque chose qui... c'est un peu comme un muscle, le courage. Donc en fait, c'est un muscle qu'il s'agit d'entraîner. En fait, on ne peut pas dire que je suis courageux. Je fais preuve éventuellement de courage, et le courage c'est exactement comme l'amour. C'est-à-dire, on dit qu'il n'y a que des preuves d'amour. Pour le courage c'est pareil, il n'y a que des preuves de courage. C'est-à-dire que je peux avoir été courageux maintenant, et peut-être ce soir, parce que je suis fatigué, parce que la météo, parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle, parce que, je vais reporter en fait. Moi je vais reporter, quoi. Je vais me représenter ultérieurement devant l'obstacle et je vais le franchir. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, j'aurais fait preuve de courage. Et le courage, donc effectivement, la peur, quand on fait preuve de courage, on est habité par la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose d'instinctif et c'est fondamental, c'est des petites sonnettes d'alarme qui nous permettent effectivement, justement, de mettre en action notre pensée critique. Alors la pensée critique, je vous dis au passage, c'était le principal outil pédagogique du comité d'éducation à la santé. Donc pour ouvrir aux enfants dans cette initiation, il y avait un gros travail avec un gros outil pédagogique sur la pensée critique. Ça permet à la fois de réveiller la créativité aussi. Donc la peur est essentielle et fondamentale. Donc le courage, c'est toujours, je sais ce que j'ai, je connais ma situation actuelle, je projette quelque chose vers quoi je veux aller, je ne suis pas sûr, il y a effectivement un certain nombre de risques que j'ai plus ou moins mesurés, que j'ai plus ou moins conscience, et que malgré tout, ce malgré tout est fondamental dans l'exercice du courage, que malgré tout, je vais poser l'acte. Et à savoir que l'acte de courage, c'est quelque chose qui... donc on va dire que la peur, toutes les actions instinctuelles qu'on peut faire, elles viennent, on va dire, de nos cerveaux limbiques et reptiliens, alors que le courage, donc il fait marcher les 3 cerveaux, le 3e cerveau, le néocortex, et en fait c'est un savant travail, mélange de ces 3 cerveaux qui permet de faire preuve de courage. À savoir que pour faire une action courageuse, effectivement, il faut que j'ai conscience de tout un tas de choses et que malgré tout je fasse quelque chose. Ce qui veut dire que le néocortex, il a produit une action d'accréditation, de validation, comme s'il avait mis un tampon sur l'action que je projette de faire. Ce qui veut dire que, par exemple, des gens me disent comme exemple, moi, j'avais laissé mes enfants dans la voiture, je vais dans un magasin, je vois ma voiture qui prend feu, je reviens, je rentre dans la voiture alors qu'elle était en feu, je sors mes enfants. Ça, on ne peut pas dire que ce soit une action de courage. C'est quelque chose, c'est purement le cerveau, c'est l'instinct de survie, etc. Donc, effectivement, dans le courage, il y a une élaboration c'est un peu plus complexe, quoi.
Alors par exemple, là je vois que ce mois-ci, le magazine Psychologie a fait un dossier de 20 pages sur l'audace. L'audace, c'est, on va dire que dans l'exercice du courage, on respecte quelques règles, on s'en tient à des limites quelque part, alors que dans le fait de l'exercice de l'audace, on fait péter tout un tas de limites, quoi. Je pense que on peut, avant d'avoir faire preuve d'audace éventuellement, je pense qu'il faut d'abord s'entraîner au courage. Parce que dans l'exercice du courage, justement, on acquiert la confiance en soi, parce que chaque fois qu'on réussit quelque chose, on va dire qu'on crée la confiance en soi, c'est une espèce d'assurance tout risque. Hein. Et chaque fois que vous réussissez quelque chose, vous accumulez du bonus, mais on va dire jamais de malus. Parce que chaque fois que je fais quelque chose, même si ça n'a pas le résultat escompté, c'est une expérience. C'est pas un échec. Donc je capitalise ou zéro, ou je capitalise, enfin c'est jamais zéro, c'est une expérience, où je capitalise du bonus, de façon à ce qu'après quand je m'investis dans une autre action, même si ça se passe pas tout à fait comme... Il y a toujours une espèce d'effet de compensation et je suis toujours dans le positif. Et ça, je reste gonflé à bloc, je reste dans la confiance en moi. Voilà comment ça se passe. À peu près. Donc, et le courage, je ne le dirai jamais assez, il faut s'exercer, il faut utiliser, commencer par des petites choses, moyennes choses, grandes choses, petits défis, moyens défis, grands défis. C'est un entraînement, c'est un muscle. Et ce muscle, je veux dire, le courage, ça ne se capitalise pas, c'est la confiance en soi qui se capitalise à travers l'exercice du courage. Donc, la troisième chose qui est... Je ne sais pas à quelle heure il est là. Midi. Donc vous avez le choix. Si vous avez un rendez-vous, vous pouvez partir, hein, c'est comme vous voulez. Donc je vais essayer donc le quatrième élément, c'est la créativité. Donc la créativité ou la pensée critique. Donc c'est difficile de faire preuve de courage parce que le courage souvent c'est créer des solutions. C'est difficile de pouvoir imaginer faire preuve de courage dans la mesure où on n'aurait pas de créativité. La créativité, tout le monde en a, sauf qu'elle est mise en sommeil. Et c'est à travers l'histoire des trois petits cochons, j'y reviens, que je vais vous parler de créativité. Donc, vous savez que il y a le jovial, le sérieux et l'effronté, ce sont les trois petits cochons. Et leur maman leur dit, la maison est trop petite, maintenant vous allez partir faire votre vie. Donc chacun, ils partent, on va rappeler l'histoire, et ils se retrouvent tous les trois. Donc on y a, à travers, si vous voulez, cette histoire des trois petits cochons, on mesure comment a été traitée notre créativité à travers notre éducation. À savoir que ce qui est valorisé, c'est que le sérieux. L'effronté, celui qui remet en cause l'air des travis, qui construit une maison en paille, lui, il n'est pas sérieux. Le jovial qui fait de la musique, qui lit des poèmes, qui cueille des fleurs, aussi il n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, vous voyez comment il se passe, il construit une maison qui n'est pas suffisamment solide. Et après, ils se retrouvent tous les trois chez le sérieux, qui a construit une maison en dur, parce que lui, il est parti direct à Casto, acheter des briques et des pierres, et des bons outils. Et donc, à travers notre éducation, il n'y a que le sérieux, alors que vous savez que tout est bon dans le cochon, quoi. Donc, il s'agit d'aller réveiller quelque part cette créativité qui est en sommeil. Et donc, comme je vous disais, le principal outil du codex, c'était effectivement un travail sur la pensée critique. La pensée critique, c'est par exemple... on vous dit, vous achetez un paquet de bonbons, il y a écrit sans sucre, et en fait, vous regardez derrière, et il vous dit que pour 100 grammes, il y a 98 grammes de glucides. Est-ce qu'il va vous faire grossir, ces bonbons, alors qu'il y a écrit sans sucre? Est-ce qu'il va vous faire grossir? Bon, la loi, elle dit qu'on est obligé de mettre que le sucre pur de l'écrire. Et en fait, la loi, elle n'oblige pas à dire que les glucides, c'est ça aussi qui nous fait grossir, quoi. Donc ça, c'est par exemple, voilà, qu'est-ce qu'on faisait que travailler chez les enfants pour pouvoir aller creuser au-delà de ce qu'on nous dit et de ce qu'on veut nous faire entendre. Alors,
je vais accélérer parce que comme ça, si vous avez d'autres... La quatrième chose qui est essentielle aussi, donc la créativité absolument nécessaire dans l'exercice du courage, les mentors. Alors les mentors, ce sont... mentor, c'est Ulysse, quand il part pour l'Odyssée, il confie son fils, l'éducation de son fils à son meilleur ami qui s'appelle mentor. Donc le mentor, c'est pas un coach, le mentor, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vous aider à développer vos potentiels, vos richesses, etc. Il va absolument pas faire de vous quelqu'un à son image ou quelqu'un qui soit parfaitement un pion dans la société, un pion de plus, quoi. Donc c'est vraiment... c'est pour vous, et c'est souvent, par rapport au coach, le mentor, c'est quelque chose, c'est gratuit, c'est bénévole. Donc le mentor, c'est-à-dire que c'est vrai que quand pour grandir ou pour dans un projet, une initiative, on peut éventuellement y arriver tout seul, mais effectivement c'est plus facile de le faire à plusieurs. C'était un peu le sens aussi quelque part des trois petits cochons quand ils sont tous les trois, comme quoi le travail du collectif, c'est un peu l'idée que la... Ouais, je vais accélérer. Donc moi mon mentor, ça a été mon principal mentor, ça a été Michel Onfray, celui justement à l'âge de 30 ans qui m'a aussi qui a participé à mon réveil, à savoir qu'en 99 je sentais qu'il y a quelque chose qui se présentait de lourd pour moi. Et effectivement, c'était, je ne savais pas, je l'ai su qu'après, donc c'était le divorce qui arrivait, quoi. Et je sentais que ça allait être une situation qui allait être très difficile. C'est vraiment une situation, si on met par exemple au maximum à 10 sur l'échelle de Richter la perte d'un enfant, à 9 sa propre mort, 8 ça va peut-être être le divorce, à 7 ça va être le chômage, je sais pas, hein. Donc, c'est un traumatisme, je vous dis, aussi bien affectif que matériel. Et donc, je cherchais à comment me galvaniser. Je dis, pour arriver à passer ce moment-là, il faut que quelque part, je me renforce et tout. Et je tombe sur un article de presse où Michel Onfray parlait, par rapport à un de ses livres qui s'appelle L'Esprit rebelle, d'une énergie perpétuelle. Et je me demandais qu'est-ce que c'est. Alors, je lui écris, dans les 15 jours, il me répond. Il me répond, voilà la lettre. Donc avec cette lettre, je suis allé à la pharmacie parce que j'étais incapable de la lire. Ouais. Et c'est la pharmacienne qui m'a dit qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la lettre. Donc là, je sais pas, en gros, même vous arrivez à lire quelque chose, à part cher Pascal. Et un cours. Donc en gros, il me conseille de lire un bouquin qui s'appelle Sculpture de soi. Et dans ce bouquin, je découvre un personnage qui s'appelle le condottiere. Un personnage fabuleux. Et ce personnage, c'est un personnage qui appartient à la Renaissance italienne. C'est un mercenaire, le condottiere. Et le condottiere, c'est un mercenaire. Alors condotta, ça vient de conduire et de contrat de louange, l'étymologie du mot. Donc c'est un mercenaire qui loue ses services à des seigneurs pour mener des guerres. Et il a tout. Il a les armes, il a les guerriers, il a la logistique, il a tout. Et il a une éthique aussi du combat. Il va jusqu'au bout de son contrat. Et en fait, c'est une métaphore, la réponse de Michel Onfray. Il m'explique que pour faire preuve de courage, il faut s'organiser comme pour mener une guerre. Quand n'importe quelle initiative, par exemple, il faut s'organiser, il faut penser à toute la logistique, de qui on peut s'entourer, de qui on peut recevoir des conseils, par qui on peut être aidé. Et c'est à la fois un travail collectif ou un travail collectif, même peut-être des fois à l'intérieur de soi, comme s'il y avait différentes parties de soi-même à pouvoir unir, et toujours cette idée que le tout fait plus que les parties, quoi. Donc, alors les mentors, j'en ai rencontré d'autres. Il faut des mentors, ça peut être des jours comme aujourd'hui, quoi. Il faut être sur le terrain pour rencontrer des mentors. Il faut aller de l'avant, il faut aller les chercher. On les rencontre des fois par hasard. Un livre, ça peut être un mentor, mais c'est toujours quelque chose qui vous enseigne, qui vous transmet et qui vous accompagne dans une partie du chemin de votre vie. Donc je vais continuer à accélérer, hein, parce que sinon... Il faut toujours revenir cet après-midi, vous savez que je l'ai fait, alors cet après-midi je serai un peu plus... Peut-être je traînerai un peu moins dans la première partie. Donc la deuxième chose aussi qui est déterminante à savoir dans l'exercice du courage, ce sont tout ce qui participe à constituer nos freins et nos moteurs.
à savoir que quand on achète par exemple une machine à laver, n'importe quoi, on lit en large la notice d'emploi. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, qu'est-ce qui ne va pas se passer, etc. Et pourquoi en fait finalement on ne fait pas la même chose pour nous, quoi? Pourquoi la plupart du temps on ne sait pas comment on fonctionne. Donc il y a quelques trucs et quelques éléments essentiels à savoir qui permet aussi de prévoir en fait pourquoi on a ou on n'a pas certains comportements ou pourquoi on va pouvoir ou pas pouvoir dans certaines situations. Et là, si, je ne vais pas avoir le temps, mais là je vous aurais invité un gros point noir qui nous empêche justement de sortir de notre bocal, c'est la soumission à l'autorité. La soumission à l'autorité, cette fameuse autorité qui a décidé de ce qui était bien ou pas bien, de ce qui est sérieux ou pas sérieux. Et quelque part, et quand on dit devenir, être autonome, c'est autonomos, c'est être soi-même la loi. Donc on voit bien que cette notion d'autorité, alors là j'aurais aimé vous parler effectivement de l'expérience de Milgram. Qui connaît l'expérience de Stanley Milgram, qu'on voit pour la première fois dans le film Icon Icard, qui a été reproduit récemment en 2012 à travers le jeu de la mort. Donc au moins allez voir en tout cas sur internet ce reportage sur le jeu de la mort, où c'est donc le scientifique Jean-Léon Beauvois qui a écrit Petit traité de soumission à l'égard des honnêtes gens, ou toute cette littérature que vous pouvez retrouver dans ma biographie. Donc où je vous invite éventuellement à lire ce bouquin de Michel Tereschenko, c'est un sociologue d'Aix-en-Provence, où toutes les expériences de soumission à l'autorité, celle qui a été de Zimbardo, là, qui reproduit un univers carcéral, voilà. Et donc comme ça, vous pourrez par exemple être un petit peu plus éclairé. Il y a un bouquin intéressant qui a été « Aurais-je été résistant au bourreau ?» quoi. Comme quoi, en fait, finalement, en tout cas, à l'époque de l'expérience de Milgram, on était en 1961, ils essayent d'expliquer pourquoi tant de gens se sont soumis pour produire l'extermination des Juifs. Et en même temps, il y avait le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, et en même temps, il y a Hannah Arendt qui a écrit son bouquin sur la banalité du mal, et le bouquin qui a fait énormément polémique parce qu'il expliquait quelque part que n'importe qui aurait pu faire, il suffisait pas d'être allemand pour faire n'importe quoi. Et c'est un peu aussi le thème de ce livre. Aurais-je été résistant au bourreau, et ça explique aussi comment on peut aller dans un engrenage négatif sans s'en rendre compte. Donc tout ça, tous ces éléments et d'autres qui participent à être des freins, et de les connaître, ça permet effectivement de lever les moteurs, toujours avec cette idée de quelque part aller chercher comment trouver le mode d'emploi, comme on le fait quand on achète une machine à laver. Après, l'élément suivant, ce sont les modèles. Alors les modèles, c'est un petit peu à différencier quelque part des mentors. Les modèles, bon, ici, ça pourrait être Pierre Rabhi, par exemple, ou Nelson Mandela, ou alors récemment, j'ai fait une formation avec quelqu'un qui est justement dans un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle Action, là, qui avec des recettes, il y en a aussi plein d'autres, aussi ces bouquins-là, ils sont géniaux, quoi. Et lui, ses modèles, ça va être par exemple Steve Jobs. C'est-à-dire les modèles de notre société d'aujourd'hui, ce sont des modèles qui plutôt mettent la performance en avant. Là où effectivement il y a d'autres modèles dans lesquels on va, Hercule par exemple, ou Nelson Mandela, où il y a des valeurs plus humaines. Donc quand on dit Zidane ce héros, ce qu'on vend c'est des performances physiques. Quand on parle de Steve Jobs, effectivement c'est des performances financières. Alors moi j'étais à l'origine un petit peu en contradiction avec cette forme de modèle, parce que et ça un peu quelque part parce que ça a animé. Alors c'est vrai que dans le parcours de Steve Jobs il y a quand même quelque chose d'intéressant, mais on va dire qu'il faut faire le tri, voir ce qui est recyclable et pas recyclable, un peu dans un sens écologique, quoi. Et il y a des trucs qui sont à jeter dans le parcours de Steve Jobs, par exemple, le fondateur de Apple, et par exemple aussi en particulier dans Steve Jobs, moi, même s'il a réussi tout ce qu'il a pu réussir, ça me dérange énormément qu'il soit mort d'un cancer du pancréas, par exemple, quoi.
Et je trouve qu'en plus c'était une tête de bulle parce qu'il aurait pu peut-être vivre plus longtemps parce que quand on lui a dit qu'il avait un cancer du pancréas, tout aussi génial et créatif qu'il pouvait être, il a fait le malin, ils ont dit ben, on va vous opérer, peut-être vous pourrez vous en sortir. Non, ben, finalement je vais faire le régime. Et puis 9 mois après, finalement ils ont dit vous allez mourir, on vous essaye quand même de vous l'enlever, et puis finalement il a encore duré un petit peu comme ça. Donc ça rejoint un petit peu cette motivation qui fait que quand on passe un petit peu à côté de sa vie, eh bien, à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme maladie. Et ça, c'est suffisamment motivant. Donc, les modèles, par exemple, c'est un petit peu ce qu'on dit les sponsors. C'est-à-dire quand on est une équipe de sport, on a des sponsors, ce sont des personnes qui nous enrichissent. Alors, je pourrais, par exemple, mes sponsors, en tant que laboratoire des initiatives, mais bon, ça c'est la blouse de l'autorité, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit aujourd'hui c'était vrai, hein, vous pouvez le croire, parce que j'ai la blouse de l'autorité. Donc je pourrais par exemple mettre tout un tas d'autocollants sur ma blouse, comme les sportifs ils mettent des autocollants. Moi je mettrais Noam Chomsky, Boris Cyrulnik, John Dewey, je vous en parlerai tout à l'heure, Jacques Ellul, Jean-Paul Sartre, Henri Laborie, Albert Jacquard, Pierre Rabhi, Edgar Morin, Albert Camus, Simone Veil, c'est la philosophe, pas notre politicienne, Nelson Mandela, Cynthia Fleury, Popeye, Zorro, Carl Gustav Jung, Baruch Spinoza, Yves Richetz, moins connu aussi, François Julien, c'est un sinologue, un philosophe, Michel Onfray et Fred Colantonio qui écrit. Donc tout ça, c'est des personnages que vous allez vous servir, vous allez prendre un peu comme, qui vont enrichir un peu dans votre projet, dans votre initiative, qui vont vous donner de la valeur et qui vont vous booster quelque part aussi. Ça, c'est important. Et après, la dernière chose, c'est la démarche. C'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que tout ça, il va falloir le faire fonctionner au niveau des trois cerveaux. Et pour cette image de comment ça fonctionne, souvent je me suis servi d'un film qui s'appelle Cube. C'est le premier, un film de science-fiction. Et en fait, c'est un groupe de personnes qui sont... Bon, je fais simple, je vais modifier l'histoire. Ils se retrouvent enfermés dans un labyrinthe, et on va dire que pour franchir les différents ports du labyrinthe, il faut résoudre des énigmes. Ces 6 personnes, dont une des 6 personnes, c'est un autiste, ils ont, si vous voulez, toute la richesse humaine à eux 6, ils la possèdent tous. Donc le but, ce serait qu'ils arrivent à travailler en cohésion, en symbiose, on va dire, à s'unir de façon à pouvoir justement résoudre les énigmes et sortir tous vivants du labyrinthe. Sauf qu'ils n'arrêtent pas de... Un peu comme ça pourrait se passer dans notre cerveau avec nos différentes parties qui peuvent concourir à l'exercice du courage. Ce qu'il y a, c'est qu'ils arrivent, ça tire à U, ça tire à dia, ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Au final, il n'y a que l'autiste qui arrive à sortir du labyrinthe. Et comme de par hasard, l'autiste, c'est quelqu'un qui est justement en hyper-communication à l'intérieur de lui-même, qui a des problèmes de communication avec l'extérieur du corps, alors que les 5 autres personnes, c'est des problèmes, ils n'ont pas de problème de communication avec l'extérieur du corps, mais quelque part, ils n'arrivent pas à construire, à faire corps. Et de faire à eux 5 quelque part un cerveau. Et c'est contre ça, c'est contre ça que c'est un peu la démarche, c'est la façon dont... Alors la démarche aussi, là il n'y a pas vraiment de leçon à vous donner, parce que c'est un peu comme dit la chanson, chacun, la meilleure façon de marcher, c'est encore chacun la nôtre, quoi. Donc on a tous des fondamentaux au niveau de la démarche, et après on a tous une touche personnelle qui va faire que notre démarche est unique. Moi, par exemple, quand je dois m'investir dans quelque chose, en fait, bon, c'est quelque chose aussi qui est reconnu, c'est-à-dire j'apprends à apprendre. J'apprends. Je suis une période d'apprentissage où je sais que je vais pas encore faire, mais j'apprends. J'apprends à travers aussi bien en théorie qu'en pratique, j'essaye d'apprendre. Et après, à un moment, je me dis ça suffit, j'ai appris, il faut que je franchis le pas dans le vide pour effectivement passer à l'acte. Donc ça, c'est à peu près ma façon à moi de... Alors, ce qui me motive aussi à être ici, pour conclure, c'est que, donc pour parler sur
sur ces parties-là où j'ai découvert, en fait, je connaissais, mais d'autres choses qui nous influencent, les influences de groupe, etc. J'avais suivi 8 heures de formation à l'Université populaire d'Aix-en-Provence. La formation était clôturée par la visite du mémorial de la déportation à Aix-les-Milles, dont le discours d'introduction à la visite était fait par André Chouraki, c'est un chercheur au CNRS. Il nous expliquait ça, c'est que sur Terre, on va dire qu'on peut diviser la population en trois tiers. Il y a un tiers de gens qui savent déjà. J'espère que vous en faites partie. Il y a un autre tiers, c'est-à-dire c'est même pas la peine d'être ici, quoi. Donc, à savoir que, si vous voulez, dans notre système démocratique, les choses qui se décident, c'est toujours il suffit de 51% pour faire basculer la balance vers le pire ou le meilleur, quoi. Donc, il dit qu'il y a 33%, on peut dire qu'il ne faut jamais basculer les choses dans le pire. Après, il y a 33% de gens qui sont frileux, qui sont prêts à s'ouvrir, et c'est vers ces gens-là qu'il faut quelque part faire des actions de façon à pouvoir leur ouvrir à l'esprit. Donc vous pourrez toujours venir essayer de vous asseoir sur le... Ça peut-être peut marcher si vous vous sentez un peu en déficit quelque part. Et ces personnes-là, donc on sait qu'on va récupérer un certain nombre de pourcentages de gens dans ces parts qui vont venir se rajouter aux 33%. Et on sait que dans les 33%, il y a des gens qui voudront jamais savoir. C'est ce qu'on appelle les suiveurs. Eux, on en récupérera toujours. Donc c'est intéressant c'était intéressant, motivant pour moi de m'investir dans une conférence gesticulée qui est un outil d'éducation populaire destiné à l'émancipation du citoyen, c'est-à-dire que vous se réapproprie un pouvoir sur lui-même, pouvoir qui lui est plus ou moins volé par l'aliénation qu'opère le pouvoir en place de notre société. Donc pour moi c'était déterminant, c'était donc ben, je vous souhaite... je vous dis merde pour toutes vos initiatives et je vous souhaite de péter le feu aussi. Voilà. Bon, de toute façon, là, il y a d'autres ateliers auxquels vous pouvez aller. Si vous voulez rester pour me poser des questions, en fait, la salle, elle n'est pas occupée. Alors, si. Ah ouais? Ah oui, c'est pour ça que c'est 5e. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le programme. De toute façon, je vais aller dehors si vous voulez.